Si vous décidez de venir faire quelque chose, il faut que vous ayez le temps. J'ai fait une année, tous les jours, j'ai appelé mon père, non, mais là, c'est pas possible, là, je repars pareil. Il y a toujours des coupures d'électricité, il y a pas de route, c'était un peu la merde, en fait. Je me dis, mais qui m'a envoyé, en fait? C'est possible. Bienvenue dans l'épisode 10 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 2 du parcours de Jessica Kiwami King. Dans l'épisode précédent, elle nous a raconté comment, après ses études, elle a décidé quasiment sur un coup de tête de revenir au Congo, où elle travaille depuis 2008 dans une société pétrolière. Elle nous a donc également plongé dans les coulisses des contrats entre l'État congolais et les sociétés pétrolières. Et si vous n'avez pas vu cet épisode, n'hésitez pas parce que vous risquez d'être surpris par ce qu'elle nous en dit. Mais Jessica, en plus d'être cadre dans cette société, est copropriétaire avec son mari d'un restaurant, La Morita. Dans cet épisode, nous allons donc parler de la genèse de la création de son restaurant, des solutions de financement auxquelles elle a eu recours pour ouvrir, Et on a commencé, on avait même pas d'argent, on a fait tout sans banque, hein. des challenges auxquels elle fait face, ainsi que comment elle les surmonte, mais aussi de la position de la femme dans les écosystèmes aussi bien professionnels qu'entrepreneuriaux au Congo. À la moindre évolution, mais elle sort avec ses chefs. C'est la base en fait que d'être souriant, que d'être avenant, etc. Et c'est souvent mal interprété. Surtout c'était joli, tout ça, on se dit, c'est un appel, c'est sûr. Bague ou pas bague. Oh là là. Jessica donne également des conseils à destination de la diaspora sur la création d'entreprises et l'installation au Congo, et bien d'autres éléments. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à prendre des notes. Place à l'épisode, mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Là, je comprends que tu as une activité professionnelle quand même très riche et va être très prenante et en plus très intéressante pour toi et épanouissante. Maintenant, dans tout ça, comment naît la Morita et à quel moment et pourquoi? Alors, la Morita, c'est une idée qui avait germé pour moi parce que moi, j'aime bien les super restos. Moi, j'aime aller au restaurant, j'aime manger des plats fins. Et chaque fois que je partais à Paris, c'est mon truc. Un restaurant, pas forcément gastro, mais un restaurant où tu te sens bien. Et il y avait plusieurs restaurants ici à Prenoir que j'aimais, comme d'autres fermés. Et puis ça a commencé à germer dans ma tête en fait. Je me suis mariée en 2018 et à la suite de ça, à un moment donné, je constatais une certaine routine dans mon travail. J'ai l'impression sincèrement d'avoir un plafond de verre, et je dois le dire. Parce que c'est pas toujours facile en tant que femme et noire, même au Congo. Waouh. Oui. Même dans une entreprise étrangère. Ouais. Même dans une entreprise congolaise. Parce que tu sais, et ça je le dis haut et fort, il y a toujours un préjugé de la femme, genre une jeune fille comme toi, elle est belle, elle est jolie. Ah, c'est sûr qu'on a embauché en promotion cannabis. Ça, c'est vraiment un fléau ici et je l'ai vraiment subi et je le subis toujours, ben. Parce que à la moindre évolution, mais elle sort avec ses chefs. Voilà. Moi personnellement, si j'ai une fierté, tout ce que j'ai pu obtenir ici, c'est par le pied de mon travail. Mais voilà, non, mais c'est vrai. C'est par le biais de mon travail parce que j'ai eu la chance d'avoir, et je le dis, une bonne éducation. Je remercie toujours ma mère pour ça. Elle me disait quand on grandissait, même si on n'a rien, on est digne. Voilà, on est la tête haute, on se bat et puis on avance. Et c'est vraiment ce mindset que j'ai eu depuis que je travaille. Et même pour faire la Morita, c'était exactement, voilà. On avance, c'est dur, on va être en sueur, on n'aura pas d'argent, mais voilà, on y va. Donc, pour revenir à ce que je disais, je me sentais pas bien, parce que je ressentais vraiment plafond de verre. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie d'aller haut et les choses n'avançaient pas
pas exactement comme je souhaitais. Après, j'ai fait quelques temps à Paris. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, on va ouvrir un restaurant. Après, je dis pas de le faire, hein, parce que la Mauritanie, clairement, c'était pas un projet mûrement réfléchi à l'avance, mais c'était un projet que j'ai fait avec le cœur. Et je regrette pas aujourd'hui, hein, parce que, voilà, je l'ai fait parce que à un moment donné, j'avais besoin de faire ça. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Oui. Et on a commencé, on avait même pas d'argent, on a fait tout sans banque, hein. À un moment donné, on était vraiment coincés. Moi, j'ai pas envie d'aller à la banque parce qu'il y a des taux d'intérêt, 13%. Même les juristes diraient c'est comme des clauses Léonie, c'est trop cher. Ce bâtiment appartient à quelqu'un que je connais. Et il y avait un autre restaurant ici qui était un restaurant marocain. Mais on a tout cassé de la tête aux pieds. Parce que je voulais vraiment, tu vois, un petit restaurant cosy. J'avais pas des aspirations d'avoir un restaurant gastronomique, mais je voulais vraiment un restaurant tout mignon, tout propre. Enfin, moi, je voyage beaucoup. Et c'est ça, tu vois. Moi, quand je voyage, je me suis vraiment inspirée des petits restaurants que j'ai bien aimés. Vous verrez les images. De toute façon, je mets des images, c'est exactement ce qu'elle décrit. On sent que voilà. J'ai vraiment mis ma touche. Parce que je voulais un truc cosy, sympa. Quand tu viens, c'est agréable. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai fait. C'était très difficile. Ouais. On a commencé les travaux en 2019, me semble. Et on a ouvert en fin 2020. D'accord. Ok. Ouais, ça a quand même fait un an. Ça doit, ouais. Pour mettre. 1 an et demi. Ouais. Voilà. Et c'était vraiment, on a dépensé beaucoup d'argent. C'est pas facile, hein. Pendant près d'une année, on était vraiment sur notre petit sous parce qu'on voulait pas s'endetter à la banque. Après, moi, j'ai eu la chance. Là où je travaille, on a une mutuelle des travailleurs. D'accord. Où on cotise chaque jour. Et après, nous font des prêts à taux zéro. Okay. C'est retiré à la source. D'accord. Il y a aucune condition, sauf que il faut être membre de la mutuelle. Okay. Et avoir une capacité d'emprunt. Okay. 80% des agents sont adhérents. Il y a un minimum de cotisation mensuelle et ça permet aussi de faire des épargnes pour ta retraite. Donc c'est quoi le nom de cette mutuelle? Mutraco. La mutuelle des travailleurs des Mekong. En fait, c'est spécifique aux travailleurs. D'accord. C'est grâce à ça faire finaliser les travaux, on a commandé notre matériel. Et donc, on a ouvert notre restaurant. Alors, on a eu la chance que quand on a ouvert, beaucoup d'autres restaurants étaient fermés. Et donc, on a profité quand même. Et ça, c'est un truc que je dois dire à Pointe-Noire, au Congo notamment. Quand tu vas ouvrir une activité, tu vas avoir une période de grâce. Exactement. Mais il faut le comprendre, en fait, parce que faut pas forcément que tu bases ton business sur cette période-là. Oui, exact. Parce que c'est comme ça, ils aiment tellement la nouveauté. Pendant 3 à 6 mois, c'était vraiment full, tous les jours full. Je disais, c'est bon, business is booming. On va ouvrir 3 autres. Et puis, je dois dire qu'après, on a connu quand même, et je dois le dire parce qu'on est honnête, hein, on a connu une période vraiment de creux. Parce que il y avait des restaurants qui s'ouvraient tous les jours à Pointe-Noire. Et il faut comprendre que Pointe-Noire, c'est quoi? C'est 1 million et demi d'habitants. Donc, exactement, en fait. Vous partagez le même marché. Là, au centre-ville, par exemple, tu vois, il y a l'Arbalète. Oui, c'est très connu. Donc, je te cache pas que j'ai connu quelques moments de doute pendant cette période-là. Et puis, on a eu aussi un gros challenge sur le recrutement. Dans la restauration, je dois dire sincèrement que, notamment à Pointe-Noire, c'est pas tout en Brazza, il y a un problème. Parce que tu vas avoir des gens qui vont me dire, oui, moi, je suis formé, et tu les embauches, c'est pas ça. Le sens du service. Moi, par exemple, j'ai jamais fait d'hôtellerie. Je suis juriste. Mais tu auras peut-être l'occasion, tu vas me voir un vendredi soir à la Morida. C'est moi la patronne. Je fais le service. J'accueille les clients avec le sourire. Et je leur disais toujours, mais vous avez pas compris que c'est grâce à eux que vous vivez. Le client, il est là. Vous devez le recevoir avec le sourire, avec la joie, en fait. Et du coup, j'ai eu pas mal de challenges avec le personnel. Donc, finalement, ton personnel, c'est toi qui les formes par l'exemple. D'une certaine manière, oui. Parce que tu vois, quand t'as connu autre chose, tu vois, moi j'avais un modèle et franchement, c'est hyper difficile à faire. D'autant plus que moi j'étais pas là tout le temps. Parce que je pouvais pas. Et j'ai un travail qui est très prenant. Et je pense que c'est le conseil que je donne aux gens. Si vous décidez de venir faire quelque chose, il faut que vous ayez le temps. Parce qu'on peut pas. Je le dis, hein, moi je compte pas sur les gens, tu vois. Faut pas compter sur les gens. Il faut compter que sur soi-même. Sincèrement, j'ai été beaucoup déçue de plusieurs personnes à qui je faisais confiance. Et enfin, je dis merci à Dieu parce que voilà, c'est quand
C'est dans le travail souvent que tu connais les gens. J'ai fait confiance, même sur l'argent. Et bon. C'était une personne avec qui tu travaillais, c'était tes employés, Alors, dans certains postes stratégiques, j'avais embauché des personnes que je connaissais, notamment de la gestion de l'argent, de la gestion des stocks, tout ça. Bon, je préfère pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence à faire un business, ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de naïveté aussi, parce que voilà, business is business. Et donc, ça m'a poussé à aujourd'hui avoir une position aussi beaucoup plus dure avec mes travailleurs en fait, parce que moi je partais sur un management pas laxiste mais un peu compréhensif, mais je dois le dire, après chacun fait son expérience. Je pense qu'ici beaucoup de gens ont besoin de structure, ils ont besoin de limites. Tu vas pas présumer que ils sont professionnels. Mais moi je leur ai expliqué, ils se rendent compte, moi je suis cadre à ENI, mais que j'arrive à 8h01, on m'enlève 1 heure de salaire parce que j'ai une horaire flexible qui me permet d'arriver entre 7h et 8h. Mais souvent, je vais déposer mes enfants, etc. Mais t'arrives à 1h01 minute. Donc, dès lors que t'as dépassé 1 heure, et parce que t'as un badge, on t'enlève 1 heure de travail. Et ça, c'est un modèle qui pourrait être intéressant. On pourrait s'inspirer de ce modèle-là, tu vois, quand tu fais du business. Exactement. C'est pour ça que je dis que je pense qu'à un moment donné, et après, bon, ça m'a créé un peu des incompréhensions. On va dire, ouais, t'es compliqué, t'es gonflé, c'est toi la sorcière. Mais moi, mon mari, il est co-gérant et copropriétaire, mais clairement, c'est moi qui assume le rôle de sorcière. Oui. Bon, j'assume, hein. Je dis, mais vous avez pas conscience des investissements qu'on a fait, en fait. Et bon, c'est important parce qu'on est dans le début de la 3e année et comme disait quelqu'un, t'as la première année, c'est un peu le boom. La 2e année, tu vas apprendre de tes erreurs parce que la première année, forcément, tu fais beaucoup d'erreurs. La 2e année, c'est là où tu te rends compte de tes erreurs. Et la 3e année qui est là, on commence la 3e année, tu commences maintenant à redresser tes erreurs. Donc, c'est pas un restaurant pour lequel j'ai déjà gagné de l'argent. C'est pas vrai. Pour l'instant, vous gagnez pas encore. Pour l'instant, on gagne pas d'argent. On est plutôt dans un objectif de redressage. Voilà. Parce que voilà, on a commis beaucoup d'erreurs. Du fait aussi qu'on n'était pas du métier, on était sûrement mal conseillé. Mais, comme je t'ai dit avant, c'est un restaurant qu'on a fait avec le cœur. Donc, en fait, pour moi, l'argent, c'est rien. Et finalement, ça, c'est ça qui te permet de dessiner, c'est ça qui te permet de maintenir un certain standard. Exactement. Moi, je suis venue il y a pas si longtemps, hein. C'était au début de mon séjour ici. Ouais. Je suis venue parce que je connaissais et le service, il est top, quoi. Ça, c'est bon. Les gens, le personnel est accueillant et ça, c'est très rare à Pointe-Noire. Tu me disais, hein. C'est très rare à Pointe-Noire, donc ça montre l'investissement. Non, clairement. C'est vraiment un truc, c'était personnel. Et donc du coup, c'est ça. T'as des moments de doute, hein, parce que comme je te dis, il y a, on en parlera aussi après, la pression, les gars du commerce, les impôts, la SNU. C'est-à-dire que c'est devenu un petit business. Ils vont s'entendre. Chaque personne va venir chaque. Mais ça, c'est pas que moi, c'est toutes les entreprises qui ont pignon sur rue. Il faut déjà intégrer ça en fait, c'est-à-dire qu'avoir un moral pour pouvoir gérer ce genre de. Et parce que c'est vraiment gérer le groupe, parce qu'on ne règle pas les problèmes, on gère. Et d'ailleurs, justement, quels sont les challenges auxquels tu fais face au quotidien? On a parlé déjà du personnel, bien sûr, mais de façon générale, tu évoquais tout à l'heure aussi la pression qu'il peut y avoir sur les PME, mais une fois forcément avec une restaurant, tu l'as suivi de plein fait. Il y a beaucoup de petites entités, par exemple, le commerce. Ils vont venir, ils ont tous une liste de papiers qu'il faut que tu aies. Et quand tu vas faire ta création, d'abord ça commence par la création d'entreprise. Je pense que si je me rappelle bien, sauf erreur, pour créer l'entreprise La Monta, en termes administratifs, ça nous a coûté près de 2,5 millions. D'accord. De 3 millions. Wow. Et vous l'avez créé sur quel statut juridique? SARL? Non, pas du tout. C'est un établissement. D'accord. C'est un établissement, mais on a fait de réfléchir à peut-être de convertir en SARL. Oui, parce que hier, j'ai discuté avec un spécialiste aussi c'est plus intéressant du juridique et je faisais une juridique fiscale et il disait que c'est beaucoup plus intéressant parce que vous êtes imposé sur les bénéfices. Alors qu'un établissement, c'est sur le chiffre d'affaires. Je veux rien dire, quoi. Le chiffre d'affaires, c'est rien.
quand tu enlèves toutes tes charges, etc. Exactement. Oui, donc, effectivement. Et ça vous a pris combien de temps après la création de l'entreprise? Parce que les démarches administratives, c'est aussi un autre Oui, c'est challenge, vrai. hein. Mais pas tant que ça. D'accord. Peut-être 2 mois, Ok. voire 3, parce qu'il y avait, par exemple, le NU qui était pas sorti. Qu'est-ce que c'est une nuit? Le NU, c'est un numéro d'identification unique et qui permet, c'est obligatoire maintenant aujourd'hui à Pointe-Noire, chaque personne doit avoir un NU. Bon, je suppose que c'est un moyen des administrations fiscales de nous suivre en fait, parce que tu peux pas faire venir par exemple du matériel si t'as pas de NU, tu peux pas. Aujourd'hui, depuis début janvier d'ailleurs, il y a un nouveau NU qui est un NU électronique. Et tu peux plus faire un certain nombre de transactions sans avoir ce NU-là. D'accord. Disons que les formalités de création administrative ont pris entre 2 mois et 3 mois. Mais il y a toujours, c'est-à-dire que ça devient infernal parce qu'il y a trop de gens. Et c'est ça que je reproche. Et aujourd'hui, je suis même pas capable de te dire demain, tu vas me dire voilà, viens, je vais créer ma société. Qu'est-ce que tu dois avoir? Oui. Il y a trop de choses. D'accord. Et là, je sais qu'il y a un département qui s'occupe de la création d'entreprise. T'as toute une liste de documents à payer, la SACEM. Des fois, tu te dis, est-ce que c'est d'abord reversé à la SACEM? Mais oui, mais d'ailleurs, c'est quoi la SACEM? La SACEM, c'est en France, si je me rappelle bien, la SACEM, c'est l'organisme. C'est pour les musiciens, exactement. Quand pour les, je sais pas, est-ce qu'on reverse une partie des droits d'auteur, exactement. Mais quel rapport avec un restaurant? Parce que je fais passer de la musique. D'accord. Ah, je te dis. Waouh. L'autorisation de vendre de l'alcool. Après, clairement, aujourd'hui, je peux même pas te dire à l'heure là exactement. Voilà, il faut passer par cette étape, parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, on est passé par un calcul. D'accord. Mais il faut le savoir que la création de l'entreprise n'est pas toujours aisée. Tu vois, par exemple, tous les jours ici, là, chaque jour, au moins 2 fois dans la semaine. Déjà, par exemple, l'électricité, c'est quelque chose que j'avais même pas pensé. Mais quand t'as plusieurs machines, des fois, t'as des factures d'électricité à 700 000 par pièce. Mais c'est pas, ah oui, c'est ça, c'est pas suite. C'est plus fort. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui m'étonne. C'est que parfois, c'est le forfait et parfois, ça n'est pas. Alors, le forfait, c'est avant. Il y a certains qui vont avoir un forfait. Peut-être quand ils sont pas en sortie, ils peuvent encore profiter du forfait. D'accord. Mais après, ce que je sais, la plupart des restaurants de la ville, ils en comptent. Et ça, c'est un truc, c'est un point que je pense que les autorités, ils sont au courant, parce que tu vas venir ici, tu n'as pas tel papier, l'amende, c'est 50 000 ou c'est 100 000. Bon, ok, donne-moi 10 000 francs pour la bière. Non, mais c'est vraiment ça. Votre facture d'électricité, qui est exacerbée, et on est d'accord que des fois, les compteurs, on sait pas trop comment ça fonctionne. Wow. Votre facture d'électricité est 100 000, si vous devez payer des mensualités, si vous payez pas, si tu ne donnes pas 20 000 francs, on coupe. C'est vraiment, mais c'est tous les camps, c'est pour ça que je te dis que tu dois avoir un certain moral pour pouvoir gérer certaines choses au quotidien. Je pense que la difficulté quand on vient de France, on a une idée de comment marchent les choses. Et la première année, on a tendance à péter des câbles, mais ça sert à rien en fait. Faut vraiment prendre sur soi parce que ça dessert en fait. Carrément. Carrément. Et moi, là, c'est la 3e fois que je viens ici. La toute première fois, c'était en 2019, parce que si tu veux, moi, je suis née au Congo, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y a 13 ans, je suis partie vivre en France et j'ai vécu là-bas jusqu'à 29 ans. J'ai mis 16 ans sans revenir au Congo. Donc la première fois que je suis revenue, c'était en 2019, j'avais 29 ans et je faisais des câbles. Enfin, au début, j'étais contente. Je me suis dit, oh là là, je retourne au Congo, puis ça faisait, j'avais pas vu ma mère depuis un moment. En fait, depuis tout ce temps, j'avais pas vu ma mère. Et donc, j'étais super contente. Mais au bout de 10 jours, je me suis dit, non. Je veux retourner. La lenteur, le service client déplorable. Tu au restaurant, t'as l'impression que tu quémandes, quoi. Ouais, non, tout à fait. On te toise, on te calcule pas. Mais tout à fait. En fait, je peux comprendre ça parce que je suis passée par là. C'est ça. J'ai fait 1 année, tous les jours, j'ai appelé mon père, non, mais là, c'est pas possible, là, je reprends pas. En plus, mes parents étaient à Brazza, et moi, je connaissais personne à Pointe-Noire, et je suis venue uniquement pour travailler. Et à l'époque, quand je suis arrivée en 2009, Pointe-Noire, c'est pas très, très développé, sincèrement. Il y a toujours des coupures d'électricité, il y avait pas de route, c'était un peu la merde, en fait.
Je me dis, mais qui m'a envoyé, en fait? Aussi. Mais, tu vois, c'est quelque chose qui grandit en toi, tu Oui, vois. complètement. Aujourd'hui, je me vois absolument pas vivre, repartir vivre en France, mais jamais de la vie. Sauf s'il y a un problème de sécurité ou un problème de maladie, et là, t'as pas le choix. Mais en termes de qualité de vie, une fois que t'es habitué, tu te calmes, si on peut le dire, et tu apprends à gérer des choses parce que c'est tous les jours, c'est pareil, ça ne finit pas. Ouais. Donc, effectivement, il peut y avoir quand même Malheureusement, je dis pas que c'est bien, mais la corruption c'est endémique ici. Il y a des gens, voilà, il a faim, il va dire ah bah tiens, on fait une tournée là, des équipes, ils savent qu'il y aura toujours un petit truc, quelque chose qui va manquer. Ah, un membre. Et là, on s'asseoir, on va faire des négociations. Mais est-ce que clairement ça rentre dans les caisses de l'État? Non, c'est bien. Moi, j'étais venue un peu avec des bons sentiments, on va faire quelque chose, on va créer ça. Et après, malheureusement, tu rentres un peu dans le mood. Je dis pas que c'est bien, mais tu rentres un peu dans le mood, dans le sens où c'est pas moi qui vais refaire le monde, hein. C'est comme ça que ça marche. Parce que de toute façon, même si tu veux pas, tu vas avoir un harcèlement. Aujourd'hui, c'est le commerce. Demain, c'est les gars du domaine public. Parce que là, on est sur le domaine public. Après-demain, ça sera les gars des impôts. Après-demain, ça sera les gars de la CNSS. Et donc, en fait, si tu t'assois pour vraiment respecter tout, mais t'as un chiffre d'affaires à compte. Déjà, on fait pas de bénéfices. Donc, on essaye pour l'instant, comme je te dis, on est dans un redressement. C'est de maintenir la vie hors de... Ouais, exactement. C'est ça. Donc, à quel moment tu fais ça? C'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que je crois sincèrement que la pression fiscale et administrative exacerbée dessert la République parce que ça décourage parce qu'il y a certaines entreprises, certains pays, par exemple les Américains, quand ils viennent faire du business ici, ils ont beaucoup de règles, faire des due diligence et tout ça là. Et quand ça correspond, quand on va te demander ah oui, si tu veux ce marché, tu dois donner 10%. C'est presque une institution ici. Tu le sais. N'importe quel marché que tu vas avoir. Même pour la location de moi j'ai une maison que je suis louée. C'est toujours 10%. Et que tu donnes à l'État ou que tu donnes à qui? Non, mais parce que, alors, quand tu vas faire un business, par exemple, admettons que toi tu viens d'arriver et tu me dis oui, est-ce que tu vas pas me présenter à quelqu'un pour pouvoir faire telle activité? Je veux dire, ok. Moi, en tant que facilitateur sur cette activité, c'est une règle qui est non écrite, mais c'est presque une institution. Ça, c'est dommage quand même, parce que normal, tu vas encourager l'entraide. Oui, c'est pas quelque chose que moi je fais, mais je te dis que dans le cadre des business, ceux qui vont faire du business, oui, tu veux être introduit auprès de proches du chef de l'État, par exemple, pour un projet que tu vas amener. Je suis prête à mettre ma main au feu. On va demander quelque chose. Ce que j'avais entendu, c'était juste pour les marchés de l'État, je devais dépenser au moins, il prenait 50%. Voilà, quand je te dis 10%, c'est un minimum. Ouais. C'est ça que je te dis. C'était pour les marchés, pour l'État. Mais même dans les marchés, même dans les marchés entre privés, c'est des choses que seront jamais écrites parce que c'est contraire à la loi, mais que tout le monde sait. On va t'introduire là-bas, tu vas avoir un marché de 20 millions, tu vas donner 2 millions de frais de mise en contact. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la même mentalité. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est des choses que je dis quand on arrive, au lieu de toujours péter les cas, ouais, moi je viens de France, je sais pas quoi. Personne tout le monde s'en fout. Surtout à Point-Nord. Hein. Mais vraiment, dans un autre mindset. Tout le monde s'en fout d'où tu viens. Et moi, vraiment, quand j'arrive à Paris, je m'active en mode Paris. Quand j'arrive à Point-Nord, je m'active en mode Point-Nord. Et puis, tout le monde est content, en fait. Parce que si tu vas être là tout le temps, mais je faisais ça, je pétais les plombs. Une année, hein. Compliqué. On connaît tous forcément cette période-là, et c'est bien justement d'apprendre de l'expérience des autres pour Peu de patience. c'est ça.
Parce que effectivement, moi, ce que je te racontais, donc ça c'était la première fois. Ouais. Mais pour autant, hein, quand je suis rentrée en France, après mon pétage de câble il est passé, et puis surtout, je me suis dit, finalement, c'est un peu comme, je vois le pays comme ma famille. Tu vois, dans ta famille, en fait, je te fâches avec ces gens de ta famille, pour autant, tu les aimes toujours, et, Bien sûr, bien sûr, et bien sûr. tu leur veux toujours du bien, tu vois. Ouais. Donc c'est la même chose pour le Congo. Je me dis, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je peux pas me permettre de lâcher et d'abandonner le bateau, parce que le pays a besoin de nous tous, Exactement. de la diaspora comme ici. Et parce que aussi, franchement, les opportunités que j'ai eues au Congo, je suis pas convaincue que j'aurais eu exactement les mêmes opportunités en France. Sincèrement, hein. Quand je regarde, après, j'ai encore beaucoup à faire, hein. J'ai 38 ans, ça fait 14 ans que je travaille. J'ai eu à faire une carrière internationale, même la Mauritanie. C'est pas forcément évident que j'aurais pu faire exactement la même chose. Et en plus de ça, j'ajouterais que en France, tout est déjà fait. En Europe, aux États-Unis, tout est... Je veux dire, pour pouvoir venir et avoir une idée originale, il va falloir que tu y réfléchisses longtemps. Or que ici, en fait, c'est comme un chantier. C'est sur un terrain, c'est un chantier. Tu peux construire ta maison comme tu veux. Il y a tellement de choses à faire. Et alors, ce que je vous ai dit sur la pression et tout ça, faut pas que ça te décourage. Au contraire, je dis ça juste pour comprendre que ici, c'est comme ça. Pour sensibiliser les gens. Exactement. Soit alerte, en fait, qui viennent en connaissance de cause. Mais à côté de ça, tu as le pouvoir de faire énormément de choses. Tu as vu le nombre d'Européens qu'il y a ici à Pointe-Noire? Je crois qu'ils sont là seulement parce que il fait beau. En tout cas, Ils sont là parce qu'il y a de l'intérêt à être là. Les gens n'ont pas quitté leur pays, là, la France ou, je sais pas, les États-Unis, l'Italie, comme ça, là, pour venir ici parce que c'est bien. Ils sont là parce que on comprend que l'intérêt maintenant shift vers les pays d'Afrique. Et c'était pas la première personne à me le dire. Il y a beaucoup de gens que moi je connais en France, les amis, ils sont en train de... J'ai un ami très proche qui va rentrer à moyen terme parce qu'il a des projets dans l'agriculture. Il y a des sociétés qui se créent. Et c'est ça, en fait. Et il faut pas se dire que directement, ah oui, je vais arriver, je vais faire un truc, ça va marcher. Parce que ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. C'est pas comme ça que ça marche, la vie, de toute façon. c'est ça. Il y a rien qui fonctionne comme ça. De toute façon, tu vois. Et à un moment donné, comme moi, j'avais, comme je disais, j'étais un peu découragée pour l'instant. J'ai mon beau-frère, là, qui vient d'arriver, là, qui me dit, mais t'as dit que la vie, c'est facile. Qui t'a dit que ça se fait facile? On va tomber, on va se casser la gueule, mais on est là, on s'accroche. Parce qu'on trouve la formule qui marche. Et donc, il faut venir avec cet état d'esprit. C'est pas direct, ça, ouais, je vais faire ça, ça va marcher. Si ça marche pas, je repars en France. Non, tu peux venir, tu vas faire ça, tu vas te casser la gueule, tu vas faire ça, tu vas te casser la gueule. Après, tu vas apprendre, tu vas dire, la dernière fois, j'avais fait ça, c'est pas marché. Parce que tu apprends de tes erreurs. Parce que c'est un environnement qui est différent et c'est pas les mêmes recettes qui marchent en France qui marcheraient ici. Parce qu'il faut vraiment s'adapter à son environnement. Et moi-même ici à la Mauritanie, je me suis adaptée aussi à ma clientèle. Quand j'ai fait ça, j'étais très inspirée par mon séjour en Italie, par exemple. Donc c'est vrai que je le fais toujours, hein, pasta bar, on fait des pâtes et des trucs comme ça. Je fais des soirées, vino et pasta, ok. Mais j'ai une clientèle qui est, je dirais, à 90% de Congolais. Et tu sais que les Congolais, ils sont hyper bornés. Tellement. Tu veux manger du sakasaka chez moi, tu peux manger du sakasaka. J'ai des clients qui viennent ici pour manger du foufou avec du bouillon sauvage. J'ai jamais compris, mais ils disent que ma cuisinière, là, elle prépare bien. Voilà. Donc, il faut savoir comprendre son environnement. Et moi, j'étais assez réticente à la base, mais après, je me suis rendu compte que, non, quoi. Ce sont tes clients. J'ai, on dirait, 80% de Congolais et 20% d'étrangers. Mais même mes clients étrangers, ils viennent manger du sakasaka, du poisson salé, les grillades et tout ça. Donc, du coup, j'ai une carte qui est vraiment mixte. Si tu veux manger des pâtes, je fais très bien les pâtes. Si tu veux manger du poisson salé, je fais très bien le poisson salé. Il faut s'adapter à son environnement. Alors, clairement, ça a fait évoluer un peu mon idée de business. Mais aujourd'hui, je m'en plains pas, en fait. C'était quoi ton idée à la base? Tu sais, tu connais le Vapiano? Oui. Voilà. Oui.
Tu vois, là, tu Ah, mais commences. ça aurait été top, hein, effectivement. En fait, il y avait des réalités que j'avais pas pris en compte, en fait, qui sont vraiment différentes. Par exemple, les gens, ils aiment pas qu'on cuisine devant eux. C'est oui, parce que au piano, même si t'as des grosses hôtes, Oui. mais ça sent quand même la bouffe, en fait. Oui, oui. Et par rapport à mon environnement, j'avais mis, tu verras tout à l'heure, on va rentrer, tu vas voir, il y a un piano de cuisson à l'intérieur du bar. J'ai essayé ça pendant un mois, et ça sent plein. En fait, c'est pas la même culture. Non, mais après, oui, c'est ça, faut s'adapter. On C'est peut pas la avoir même une culture. idée Tu de vois, base. il y a une dame aussi que je connais qui a ouvert un pasta bar aussi. Elle fait apparemment que des pâtes. Bon, peut-être qu'elle a sa clientèle, mais je pense que en fait après ici c'est limité. Et déjà, quand on parle d'un marché d'1,5 million d'habitants, sachant en plus que sur les 1,5 million, c'est peut-être, allez, on va dire, on va être gentil, 30% de la population qui peut se permettre de venir dans un restaurant comme celui-ci. Exactement. Ça réduit vachement, tu vois, ça fait 30%, même pas 500 000 personnes potentielles. Et après, dans ces 30%, il faut pouvoir partager avec les différents endroits. Voilà. Donc effectivement, ça fait quand même un marché assez limité et peut-être une marge de manœuvre quand même assez basse. Voilà. Donc ça. Et comment tu innoves justement au quotidien? Parce que là, tu disais que donc à la base, tu disais en faisant ce piano, t'as pas vite, tu très vite rendu compte que ça n'allait pas. Ben alors tu vois, moi je voulais faire Vapiano mais pas que Vapiano, tu vois, genre Vapiano oui pour les pâtes, mais un endroit cosy parce que j'avais vu aux États-Unis il y a des petits pasta bars super sympas où on va te cuisiner des pâtes fraîches, mais aussi tu vas avoir des morceaux de viande cuits sur le grill et tout ça. Oui, Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure mon idée évolue en fait. Et du coup là tu es dans un environnement qui est en fait hyper concurrentiel et donc tu dois toujours proposer des nouvelles activités. Par exemple, le 31 décembre, nous, on a fait une très, je crois, la plus grosse soirée de la ville, là. On a fait au Hilton. C'est une soirée qui c'était Black and Gold. On a fait venir Singila. Ah, et c'était organisé par vous? Oui. J'en ai entendu parler. Ouais. Moi, j'étais pas là parce que je suis partie à Brazza pour une belle. Ouais. Mais oui. Et c'était la Morita qui avait organisé et il y avait le chef Clarence que tu as vu tout à l'heure, qui est aussi mon beau-frère accessoirement. Et donc on a organisé ensemble. Tu vois, c'est toujours avoir là par exemple, on est en train d'organiser une soirée célibataire. Oh, c'est quand? Le 18 février. Ah, février, je Tu seras plus là? Non. Alors le 18 février, on fait une soirée sans Valentin. J'adore. Et c'est une soirée pour les célibataires ou pas. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est une soirée classique. Hein. À l'entrée, tu auras un petit bracelet avec ta situation matrimoniale. Oui. Et si on veut pas de problème, hein. Soit tu es en couple, soit tu es célibataire, soit tu es entre deux. Ouais. Et donc voilà, on essaye toujours d'innover. Et ça, ma culture mixte me permet vraiment de pouvoir faire ça parce que j'ai vraiment une double culture, clairement. C'est clair, non, bien sûr. Et du coup, j'essaye parfois d'adapter certains concepts, mais d'adapter avec aussi les réalités. Tu vois, par exemple, on avait une discussion, la discussion n'est toujours pas finie, hein. On voulait faire une ambiance un peu coquine, avec... mais ici... Ici, tu vas t'attirer des foudres de... Non, mais c'est ça, en fait, on se posait la question... Parce qu'on avait un potentiel partenaire qui vendait des sous-vêtements sexy et tout, et on voulait faire parce que c'est une soirée qui sera réservée aux adultes, et ça sera moins de 18 ans, tu pourras pas rien. Est-ce que faire un défilé de sous-vêtements, c'est cool? Tu vois, il y a toujours une inquiétude par rapport aux mentalités locales, en fait. Tu vois, ça, c'est un problème parce que par rapport aux choses que tu veux faire, tu dois toujours réfléchir, est-ce que ça, c'est trop? Est-ce que ça, c'est pas assez, tu vois? Et c'est peut-être aussi un challenge parce que, tu vois, par exemple, on dit, on va offrir une love box. Est-ce que si on offre une love box avec des jouets, par exemple, est-ce que ça serait choquant? Oui, tout est question d'après de voir le public cible. Mais c'est vrai que au Congo, les gens sont très pudiques. C'est de la fausse pudeur. Oui, c'est de l'hypocrisie. On est d'accord. Oui. Parce que bon, c'est les mêmes. Voilà, on se comprend. Voilà. Donc. Tout ça pour dire que ça participe au fait de connaître ton environnement. Tu fais pas des choses parce que, oui, j'ai envie de faire, mais faut vraiment comprendre. Parce que si tu fais des choses pour toi, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu connais, ça peut aussi ne pas marcher. Parce qu'il faut vraiment se projeter, voilà, quelle est ta cible?
Donc, tu vois, je vais faire ma soirée célibataire. Mais, tu vois, je vais peut-être pas aller aussi loin que j'aurais bien voulu. Après, je peux voir, jouer sur les réseaux sociaux, des petits sondages, c'est une bonne terrain idée. comme ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'as un moyen de capter ta base client. Est-ce que tu mets en place des éléments pour, Bah, je sais que sur nos réseaux sociaux, on a parfois des sondages, et puis on a des retours aussi. On appelle ça une petite boîte à suggestions, là. ok. Donc, c'est, pour l'instant, c'est par rapport à ces deux biais-là. Mais après, tu vois, par exemple, tu pourrais mettre en place des cartes de fidélité, histoire d'avoir une base de données clients. Exactement, ça, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Comme je te disais, 2023, c'est vraiment l'année, pour moi, du redressement, parce qu'après cette année-là, j'espère pouvoir être capable. C'est-à-dire que déjà, assainir les comptes, assainir le personnel, assainir, parce que tu vois, malheureusement, je pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de pauvreté. Tous ceux qui travaillent, il y a toujours des problèmes de vol. C'est ça. Ah ben justement, j'allais te poser la question, comment tu gères ça au quotidien, parce que les stocks, sincèrement, c'est compliqué. Et donc, comme je te disais au début, on a eu pas mal de soucis, parce que des personnes que tu mettais en charge, qui faisaient pas forcément le job. Aujourd'hui, t'es obligé de faire la police, même si tu fais un contrôle normal. T'es obligé de faire la police. J'ai des caméras partout. J'ai des caméras dans ma cuisine. J'ai des caméras là où je garde mes stocks. Et malgré tout, ils vont savoir que la caméra elle est là. Ils vont se mettre dans un coin. C'est compliqué. Et sans t'occuper, Monsieur Tony qui est arrivé là, Monsieur Clarence. Et lui, on se comprend parce que c'est un peu dommage de dire ça, hein, mais il vient aussi de France et on a exactement, on a la même vision. En plus de notre relation familiale, on a la même vision. Donc, et en fait, je crois que c'est ce qui manque. Il fallait quelqu'un qui soit là pour les contrôler, quoi. Donc lui, c'est le gestionnaire. Non, enfin, il est chef de la cuisine, mais il participe aussi à l'équipe gérante. Ah oui, ton beau-frère. Ah oui, c'est voilà. Il participe aussi à l'équipe gérante, donc quand on fait des activités, on discute ensemble, on contrôle les comptes ensemble, et dans un restaurant, notamment, s'il n'y a pas une bonne gestion de la cuisine et du bar, vous ne pouvez absolument pas faire du bar. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les chiffres d'affaires que j'avais parfois, pas mal, hein, 20 millions. Des fois, tu te retrouvais avec des bénéfices, et c'est dérisoire. Non, c'est vrai. Hein. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai payé mes taxes d'apprentissage. Parce que tu voles, de la mauvaise gestion. Toi, tu es pas là au quotidien. Et tu fais confiance. C'est obligatoire, tu es obligé de déléguer. Oui, mais malheureusement, il faut savoir déléguer la bonne personne. Mais je conseille aussi vraiment, si quelqu'un a une activité, de se consacrer pleinement à cette activité-là. Parce que je pense sincèrement que moi, si j'étais là tout le temps, il y a beaucoup d'erreurs, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Ce que je dis, la misère ambiante fait que, je dis pas que c'est une excuse, hein, c'est une explication que j'essaye de trouver. Oui, bien sûr. Et après, tu vois, admettons que la vision que vous avez, ton mari et toi, se réalise, c'est-à-dire que vous commencez à ouvrir plusieurs Armorita partout dans le Congo. La question de la délégation, la question de la délégation se posera tout à fait. Et aujourd'hui, on a plus d'expérience. Donc, avant, on était un peu des bleus, en fait, dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on nous dit, ne fût-ce que même sur les prix, hein, oui, pour faire tel travaux, ça coûte tant. Clairement, tu veux plus. Voilà, je sais que c'est pas possible parce que, voilà, j'ai déjà fait plusieurs travaux, je connais à peu près les prix des courses qu'on achète. Et donc, ce sera différent, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je te le dis, hein, j'ai été tentée d'aller chercher du personnel, tout mon personnel à l'étranger. Je pense que ça aussi, c'est une opportunité de business. Est-ce que la formation du personnel hôtelier, et je pense que mon beau-frère, il a un projet là-dessus, parce que ça manque. Vraiment. En termes de, que ce soit au niveau de la gestion du stock, au niveau de la salle et même dans la cuisine, tu vois, ça va s'organiser, les mises en place, ça va faire sortir un plat en 15 à 20 minutes maximum. Il y a vraiment nous, nos plats aussi prennent du temps, non, parce que même en France,
à chaque fois que je vais dans les restaurants africains, la nourriture, ça me prend toujours longtemps à sortir. C'est pas faux, mais quand tu fais un restaurant, faut réfléchir C'est ça. il y a des choses que tu dois faire en production, il y a tu dois réfléchir à des moyens pour pouvoir, admettons, tu vois, on est entre midi et deux. Quelqu'un, il vient manger entre midi et deux, parce que ceux qui à Point-Nord, c'est comme à Paris, hein. On travaille beaucoup. Enfin, ceux qui travaillent dans le privé, je veux dire. Donc, ils commencent à 7 heures, ils ont 2 heures de pause, entre midi et deux. Il faut que la personne puisse pouvoir manger. Donc, c'est à nous de pouvoir faire des organisations pour, faut réfléchir même dans ta carte à des plats que tu peux sortir relativement rapidement, en fait. Et donc, je te cache pas qu'à un moment donné, j'ai contacté des gens en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, tout ça. Après, je me suis ravisée, je me suis dit, je me donne encore un peu une chance. Mais il y a un problème de personnel. Là, je parle de l'hôtel. Ça veut dire que si une personne vient dans un but d'ouvrir un hôtel, d'ouvrir un restaurant, il faut qu'elle-même puisse être disponible et, si possible, du métier pour pouvoir faire la formation de son propre personnel. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que j'allais dire justement, mais c'est vrai que toi, t'étais pas du métier, donc t'as toi-même aussi appris sur le tas. Exactement. Et effectivement, dans ton cas à toi, ça aurait été intéressant d'avoir un personnel qui est passé par éventuellement une école, de formation. Pourtant, il y en a, hein, mais tu sais, je sais pas. Il va te dire, oui, j'ai travaillé là, je sais pas, maître d'hôtel. Après, ça se vérifie assez rapidement, hein, que tu le mets, bar, hein. Tu te rappelles quand on part en France, t'as des fois une salle comme ça plein, il y a une seule personne. Elle fait le service, elle fait la caisse. Des fois, t'as 4 personnes, ils sont pas capables de, je suis souvent surprise. Je dis, mais comment ils font? Parce que moi, j'ai déjà vu au Canada, en France, je vais dans un restaurant et ça c'est relativement un petit restaurant. C'est pas non plus un restaurant de 200 couverts. Donc, c'est des restaurants de 40 couverts ici. T'as une personne, elle est là, elle fait les cocktails, elle fait le service, elle met la pression à la cuisine. En fait, cette polyvalence-là, j'ai pas encore trouvé un employé ici aussi polyvalent. Mais après, comme je disais, hein, c'est un peu aussi ta responsabilité d'impliquer à tout personnel ta question. Oui, mais il y a une certaine résistance. Résistance au changement, quoi, à cause de différence de mentalité. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut, un gros challenge. La résistance, vraiment, il y a résistance au changement, tu vois. Parce que tu vois, les gens, ils aiment bien être, en fait, on n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et c'est que, par exemple, t'as une personne qui est payée que pour faire la caisse. Toute la journée, elle est assise là pour faire la caisse. Tu vas lui dire de faire service, elle va te traîner un peu les pieds. T'as une personne qui est payée que pour servir, mais tu lui demandes de passer un coup de balai. C'est pas mon travail, je fais, si, en fait. Mais est-ce que pendant les entretiens, tu leur dis, tu vois, oui, dans les contrats, c'est écrit. Oui, mais tu vois, il y a certaines et ça c'est un problème que j'ai eu beaucoup avec les chefs, un ego démesuré. Ça c'est un truc incroyable que je sais pas. Faudrait que je me renseigne si en France c'est pareil, parce que ici, dès lors que tu cuisines un plat, il y a un monsieur qui m'a dit ça. C'est moi qui fais marcher ton restaurant, je sais pas quoi, je l'ai viré, quoi. Et je m'en suis pas mal sortie. Et en plus, je pense que c'est celui que je payais le plus cher. Et je payais, à l'époque, je venais de commencer, je payais 600 000. Mais d'un ego. Et du coup, franchement, ça m'a sauvé. Et j'en ai vu passer plusieurs comme ça, dans ces conditions. C'est-à-dire que, à n'importe quel niveau de travail où tu es, si tu n'es pas capable d'accepter une critique constructive, et en plus tu es dans un secteur de service, si ton client, t'as 3 clients qui te disent que ce que t'as fait, c'est pas bon, tu dois te remettre en question parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc moi je peux pas accepter, voilà, je t'ai fait sortir 4 plats, ils ont dit que c'était pas bon, d'autres viennent, on dit que c'est pas bon, quand même il faut qu'on s'interroge parce que c'est les clients la base en fait. Ah oui, ce sont eux les juges finaux, hein. Tout à fait. Et donc j'ai eu aussi gros challenge dans la cuisine pour pouvoir justement arriver à un niveau stable en fait, c'est-à-dire aujourd'hui je mange ça, c'était à ce goût, demain ça revient à ce goût. Voilà, dans tous les cas ça revient toujours au personnel en gros. Donc est-ce que tu fais par exemple des recettes, il y a des oui,
Mais le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir une fiche, mais il faut bien la respecter aussi. Oui. Ah là là, même l'exécution simple. Ah oui. Voilà, il y a vraiment beaucoup de résistance au changement. Et évidemment, l'être humain préfère toujours là où il y a un peu plus de laxisme. Oui. Mais quand on commence à contrôler, après, les gens sont pas nos esclaves. Et que ce soit ici au restaurant ou même chez moi à la maison, je pars du principe qu'il faut toujours respecter son employé. C'est un être humain. Voilà. Donc, en plus, celui qui cuisine, moi aussi, je mange ici. Hein. Exactement. Oui, non, mais bien sûr, c'est exemple précisément les personnes qu'il faut pas se mettre à dos. Exactement. Cuisinier, gardien, Exactement. Mon père me disait, la personne qui te garde et qui fait ta nourriture, tu dois toujours la respecter parce qu'elle a ta vie entre ses mains. Totalement. Elle peut t'empoisonner, elle peut te tuer. Donc, du coup, je pars du principe que là, j'ai adopté une technique en étant ferme, mais en mettant les gens face à leur responsabilité. Si on vous attrape en train de voler, vous allez beau expliquer tout ce que vous voulez. Première partie, vous êtes fait. Je vais plus chercher à tergiverser qui avait quoi. Et ça, c'est peut-être l'erreur que j'ai connue parce que t'es là, t'as des gens qui sont en fait dans des difficultés et des fois en fait t'as même pitié, mais c'est dans l'émotionnel. En même temps, c'est le début. Et tu peux plus être dans l'émotionnel. Voilà. Tu peux pas dans le business, c'est pas possible. Dans le business, c'est business malheureusement. Tu peux plus faire ça. Donc du coup, on va pas dire que c'est la dictature non plus. Mais voilà, tu viens tous les jours en retard, ben tu repars chez toi. Tu voles, t'es viré. Il y a des manquements dans la caisse, si vraiment tu peux pas les justifier, ça sera coupé sur ton salaire. Malheureusement, on est obligé d'avoir un management un peu dur. Parce que quand il y a trop de laxisme, ça part dans tous les sens. Mais c'est normal. Et c'est toi qui perds, toi qui investis ton argent. Tu perds. C'est normal, tu t'adaptes à ton environnement. Et oui, non, mais c'est très important ce que tu dis. Et même moi, ça me perd aussi. Dans le cadre de mes activités, dans un premier temps, je suis pas forcément amenée à avoir du personnel. Je suis mon propre personnel. Néanmoins, ça me donne quand même des éléments, tu vois, pour la suite. Et puis, les personnes me regardent, quelque chose me vient à l'esprit, c'est que en tant que femme, c'est vraiment plus difficile. Oui. Parce que des fois, tu veux être, t'es la patronne, donc t'es amenée à discuter avec les gens, à être avenante, à sourire. Après, il y a certaines personnes qui vont peut-être interpréter ça, voilà. Surtout que nous qui avons un brassage culturel, c'est la base en fait que d'être souriant, que d'être avenant, etc. Et c'est souvent mal interprété. Surtout si t'es jolie, tout ça, on se dit, c'est un appel, c'est sûr. Bague ou pas bague. Oh là là. Ça, par contre, c'est un challenge des jeunes femmes. Après, bon, tu sais, il y a une autre culture aussi ici. Disons que... Comment je vais dire ça? Disons que... Simplement, comme ça, c'est bien. Alors, certaines personnes ont tendance à penser que parce qu'elles ont de l'argent,